Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Jania nous parle de sa première grossesse, son accouchement compliqué par une prééclampsie non diagnostiquée. Jania se livre à cœur ouvert, non sans émotion, pour parler de cette complication grave de la grossesse. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'histoire de cette maman qui a puisé dans ses dernières ressources pour mettre au monde sa petite merveille. Bonne écoute! Bonjour Jania. Bonjour Mélissa. Alors tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir proposé justement ton témoignage dans Bicafam. Merci infiniment. De rien, et c'est avec plaisir. Voilà, alors on va commencer déjà par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? D'accord, donc je m'appelle Jania, j'ai 32 ans, je suis chef de mission audit dans un cabinet d'expertise comptabilité et je suis maman de 3 enfants. Alors, on va rembobiner un petit peu le fil. Est-ce que tu peux nous parler de ton désir d'enfant? Est-ce qu'il était présent depuis très longtemps, depuis ton enfance, ton adolescence, ou est-ce qu'il est venu après? Alors oui, moi c'est depuis petite, je disais tout le temps, je veux avoir 3 enfants, je veux, 2 garçons et une fille, comme ça ma petite fille sera protégée par ses 2 frères, je disais tout le temps ça en fait Mmh. et donc voilà, c'est vraiment un désir depuis petite, je pense et voilà, j'ai toujours su que je voulais être maman, oui, D'accord, donc c'est quelque chose de très ancien. c'est ça. C'était comme une évidence finalement. Voilà, exactement. D'accord. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur comment tu as appris que tu étais enceinte? Sur ta première grossesse? Alors déjà, faut savoir que, moi et mon mari, on était ensemble depuis très peu. En fait, c'est dès le début, dès qu'on s'est rencontrés, ça a été un souhait de notre part assez rapide, en fait. Ça a été un peu une évidence aussi, hein. C'était, voilà, on avait tous les 2 cette envie, donc on en parlait, on en discutait, mais bon, voilà, on pensait pas que ça allait arriver tout de suite et puis donc justement, il m'a demandé en mariage. C'était une belle demande et en Mmh. fait, après, tombée enceinte suite à cette demande juste un mois après. Donc en D'accord. janvier, en janvier, il m'a demandé en mariage et après, Tout s'est en enchaîné. voilà, c'est ça. En mars, 2 mois après, voilà, 2 mois après, j'étais enceinte et nous, on pensait pas que ça serait arrivé aussitôt, en fait. On Mmh. pensait pas que ça serait arrivé aussitôt, mais voilà, bon, comme c'était notre souhait et notre désir, il y avait pas de raison qu'on ne garde pas ce bébé. Mmh. Donc voilà, on a décidé de faire avec et donc j'ai fait mon mariage enceinte. Donc D'accord. c'était pas commun, mais voilà, c'était comme ça. On s'est dit, voilà, ça allait se faire comme ça. On allait faire quelque chose de plus intimiste, un peu moins grandiose, voilà. D'accord, donc vos projets ont un Un peu peu changé, changé. voilà, ça a un peu chamboulé Mmh. les choses, exactement. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de cette première grossesse? Comment elle s'est déroulée? Alors, les premiers mois ont été assez compliqués, on dira. Le premier trimestre était un peu compliqué avec les nausées, j'avais pas de vomissements, mais beaucoup de nausées dès le matin. Donc, voilà, c'était assez lourd, et c'est toujours ça, j'étais dans l'inconnu, je sais pas comment expliquer. Le corps, commence à changer, beaucoup de fatigue, voilà. Les premiers mois, j'ai trouvé que c'était pas si évident que ça Mmh. et voilà, après j'avais une sage-femme, je me suis tout de suite rapprochée d'une sage-femme dès les Mmh. premiers mois donc, qui me suivait et voilà, ça me rassurait un peu, j'avais l'impression d'être un peu moins perdue et Et donc du coup, tous ces symptômes, c'était essentiellement le premier trimestre, la fatigue? c'est ça,
exactement. Les premiers symptômes, c'était ça et ensuite, donc ce qui s'est passé, c'est, vers le deuxième trimestre, ça a été plus calme. Ça a été un trimestre, voilà, où j'ai recommencé à pouvoir me sentir un peu moins fatiguée. J'ai recommencé à faire des choses, voilà, on a plus le cœur à faire les choses, je trouvais vraiment que c'est le deuxième trimestre, c'était beaucoup plus simple. Ça a été un petit peu le calme avant la tempête, on va dire. Mmh. C'est vraiment vers le troisième trimestre où les choses ont commencé à se compliquer. Là, j'ai eu la fatigue qui est revenue, mais vraiment de façon plus sévère. J'étais Mmh. vraiment souvent fatiguée. J'étais fatiguée, mais je faisais toujours mon suivi, j'avais toujours mon suivi, donc il y avait toujours la sage-femme qui faisait le point avec moi et elle s'est rendue compte quand même, vers la fin du deuxième trimestre, début du troisième trimestre, que mes plaquettes diminuaient, les plaquettes, Mmh. sanguines. Donc elle m'a dit: «Bon, on va surveiller, on regarde, ça peut arriver à certaines femmes enceintes», mais elle m'a jamais alertée là-dessus. Elle me disait juste: «Voilà, on surveille, on continue à faire des bilans tous les mois, on surveille et voilà». Donc Mmh. moi, bon, je m'inquiète pas plus que ça, donc voilà. Les plaquettes qui continuent à diminuer vers le troisième trimestre, mais toujours, voilà, ça reste modéré, ça diminue, mais ça reste modéré. Aussi, depuis le deuxième trimestre, moi, j'avais un ventre, mais j'avais pas un gros ventre. J'avais un ventre, voilà, un ventre normal pour moi et Mmh. souvent on me disait: «Oui, mais tu es au deuxième trimestre, mais ton ventre, il est pas si gros que ça», voilà et c'était assez difficile pour moi aussi ça, le regard des Mmh. autres sur mon Tu te ventre, sentais jugée? voilà, c'est ça, sur la taille de mon bébé alors qu'il était même pas encore né. Même pas encore née, c'est Voilà, clair. voilà, donc c'était difficile ce regard-là En tout cas, et c'était difficile pour toi voilà, à vivre, ces c'est remarques. ça, c'est ça, Mmh c'est et ça. c'était ça rajoutait peut-être à tes an des Un angoisses aussi? stress, c'est ça, un stress Mmh. supplémentaire, alors que c'est déjà l'inconnu, la première grossesse et en fait, du coup, ben, ça, voilà, ça rajoutait ce stress comme tu dis, c'est clairement ça et au final, ben, surtout que moi, mon gynécologue, il m'alertait pas là-dessus, il me disait rien, enfin pour lui, l'évolution du bébé était normale. Il me disait certes, c'était pas un bébé énorme, mais pour lui, voilà, tout est OK. Donc il fallait pas que je bug là-dessus. Mmh mh. Donc après, à partir du troisième trimestre, bon, les plaquettes qui diminuent, la fatigue et hem et le gynécologue, qui me dit: «Tiens, on regarde si le bébé il est bien en tête». Parce que le bébé, il doit être, en tête à partir Mmh. d'une certaine période du troisième Mmh. trimestre. Donc il me dit: «On va regarder». Et là, on voit que le bébé, il est en siège. Donc il me dit: «Ah, c'est un petit peu embêtant puisque normalement à cette période-là, il devrait déjà être en tête». Donc Donc il m'a dit en retourner. Mmh. voilà, voilà et donc il m'a dit en plus, la dernière écho, il s'était déjà mis en tête, donc là, elle comprenait pas trop. Puis elle m'a dit: «Bon, on verra, voilà, on va refaire une écho» et donc des semaines passent, on refait l'écho, et là, elle me dit: «Non», il était toujours en sèche, je crois, cet écho-là et là, elle me dit: «Bon, on va faire une radio du bassin» ou je sais plus pour pouvoir, tu sais, savoir la taille de mon bassin, pour Oui. savoir si je vais Mmh. accoucher en siège, si c'est possible ou pas. Le Parce passage. que Mmh. voilà, parce qu'elle m'avait dit: «Qu'est-ce que vous préfériez si le bébé reste comme ça?» Elle m'avait proposé aussi, une aversion, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, tu sais Mmh. quand on tourne Retourner le voilà, bébé. avec les mains. Elle m'a dit: «Attention, ça aussi il y a des risques d'accouchement, si on fait ça, ça peut» voilà, c'est pas sans risque. Et toi, Donc tu avais un souhait? Tu avais un souhait par rapport à cet accouchement? oui, 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 moi je voulais vraiment accoucher voix basse, je voulais vraiment, vivre les choses, comme on dit, entre guillemets «normalement», hein, c'est pas voilà. Mmh. Je voulais vraiment que ça se passe, de cette façon et donc c'est pour ça que j'avais fait, le nécessaire. J'étais allée faire, les radios pour le bassin et voir si tout était OK et au moment de la radio, beh, la personne qui me fait la radio me dit: «Ben non, non, le bébé il est en tête, donc je vois pas pourquoi vous êtes là madame». Donc il s'est Donc retourné à nouveau? voilà, il s'est retourné à nouveau et donc Mmh. j'ai dit: «Bon OK». Je comprenais pas trop, mais bon je voilà j'étais encore voilà dans le flou et mais je faisais pendant cette période-là, ça, je faisais du yoga prénatal. J'avais commencé dès le deuxième trimestre, le yoga prénatal et donc à chaque semaine, c'était toutes les semaines en fait, tous les jeudis, j'allais au yoga prénatal et et je lui racontais un peu comme en plus on n'était pas nombreuses, lors des cours, je lui racontais un peu à ma prof, ce qui m'arrivait
et à un moment donné, elle m'a dit: «Beh, c'est bizarre que le bébé il se retourne comme ça, assez régulièrement» et il m'a dit: «Bon, ben, peut-être qu'elle essaie de te dire quelque chose». Et là, Mmh mh. ça a vraiment été la phrase qui m'a marquée. Je me suis tout de suite dit: Mmh. «Ah, beh, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas ou qu'elle essaie de me dire quelque chose» et j'ai gardé cette phrase en tête Mmh. lors des jours qui ont suivi. Donc en fait, voilà, j'ai commencé à un moment donné à prendre beaucoup de poids et Mmh. à gonfler même, hein, j'avais les jambes gonflées, les pieds gonflés et voilà, on me disait: «Bon, faut surélever tout ça», mais toujours rien. La sage-femme, elle m'a jamais, elle a jamais parlé d'autre chose que voilà, qui aurait pu vraiment me de maladie ou autre. Voilà, elle m'a jamais Mmh et parlé de ni quoi le que ce soit, gynéco? ni le gynéco, rien du tout. Heu, donc voilà, donc les mois les la il y avait les gonflements, la fatigue et aussi le soir, certaines fois, j'avais une espèce de barre, c'était en pleine nuit, ça m'arrivait, une barre, c'est la barre, épigastrique, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une barre en dessous en haut de l'estomac à peu près Mmh. et voilà, mais moi je comprends pour moi, c'était des choses normales, enfin, Mmh. comme on sait Bah pas, oui, on se première dit: «C'est la grossesse. grossesse», voilà, c'est des maux de la grossesse et on fait avec et Mmh. en fait, ben, non, au final donc voilà, j'avais tous ces symptômes qui se sont développés petit à petit et Mmh. donc le jour où je devais monter mon dossier pour pouvoir accoucher en siège au final, puisque c'était mon souhait, elle me voit et puis, j'étais hyper fatiguée toujours, voilà et puis elle me dit, bon, on fait elle veut regarder ma tension parce qu'on regardait jamais ma tension non plus lors de des consultations avec sage-femme Ce ou qui est un peu étonnant. C'est vrai que oui, l'attention, en oui. général, les femmes enceintes sont Normalement, très c'est ça, suivies. c'est ça et non, on Mmh. n'a jamais donc je pourrais même pas dire depuis quand je faisais de la tension puisqu'on Eh la oui. contrôlait pas Mmh. et c'est tout de suite là où quand elle prend ma tension, elle voit que je suis à 15, elle me dit: «Tiens, c'est bizarre, vous faites un petit peu de tension, ça fait un moment et tout». J'ai dit: «Non, non, ben, moi je sais pas». Enfin, j'ai dit: «Ben, non, pour Mmh. moi non». Puis elle me dit: «OK», elle me donne la bandelette urinaire pour regarder un peu et tout et c'est là où elle Mmh. voit qu'il y a de la protéine dans mes urines. Elle me dit: «Ah, je suspecte une prééclampsie chez vous». En plus, là, j'étais à 38 semaines et 5 jours, Mmh. 38 semaines et 4 jours, pardon. Elle me Mmh. dit: «Bon, je pense que vous allez être hospitalisée et papa va devoir aller chercher le sac du bébé». Et là, c'est le choc un peu. On se dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Ce matin, je me suis levée, je devais juste aller en consultation et là, je finis hospitalisée, c'était un peu, ouais, ça m'a un peu déboussolée Au CHU de et Pointe-à-Pitre? c'est ça, au CHU de Pointe-à-Pitre Mmh. et là, donc quand elle me dit ça, bon, on m'avait déjà parlé d'un petit peu de prééclampsie justement lors de mes préparations à l'accouchement, mais on l'a un peu survolé. Je savais juste que ça faisait partie des principales Complications? causes, voilà, de complications chez la femme enceinte. Mais voilà, on m'avait pas plus parlé que ça, je connaissais pas plus sur cette maladie et Mmh. donc quand on m'a dit ça, je me suis dit: «Bon, je vais regarder sur internet», tu sais le mauvais réflexe et au final, je Je me suis dit: «Non, non, non, cette fois-ci, non, je veux pas me laisser, submerger par des pensées négatives ou voilà». Mmh. Voilà ce que je sais pour l'instant, c'est ce que les médecins me disent, voilà, là-dessus et je veux vraiment là, je suis rentrée en fait, je c'est un peu comme si je m'étais mis des œillets et je me suis dit donc voilà, j'avais préféré, exactement de ne pas de faire confiance aux médecins et de pas regarder des choses, en fait, de pas prendre des informations négatives Mmh. et donc et puis je me suis dit: «Voilà, ça on est là-dedans, là, ça va être maintenant, ça c'est pour maintenant. Là, ça va se faire maintenant et donc c'est pour ça, il faut pas que je voilà, il faut que je reste concentrée, comme on dit, sur l'objectif accouchement» et Focus. voilà, Mmh. exactement. Donc en fait, après, donc ils ont pris On ma t'a déclenché tension. du coup? Voilà, c'est ça. D'abord, ils ont bien essayé de revérifier la tension là-bas, à l'hôpital même, hein. Ils ont repris la tension. J'ai fait le monitoring pour voir si le cœur du bébé, se comportait bien malgré la tension, en fait. Donc tout a été OK au niveau du bébé et donc là, on m'a pronostiqué quand même le poids. Ils m'ont dit: «Bon, elle fera peut-être 2,5 kg à peu près à la naissance. C'est pas un gros bébé, mais bon, voilà, c'est une première grossesse aussi et avec la prééclampsie, ça peut s'expliquer». Donc voilà, Donc donc vous êtes tout de suite partis sur un accouchement par voie basse et pas une césarienne, hein?
Alors, ben, en fait, c'est ça. D'abord, j'ai eu, quand le déclenchement donc ils m'ont dit: «On va vous déclencher tout de suite», comme j'étais à 38 jours plus 38 semaines plus 4 jours, pardon. Donc, là, ils m'ont proposé d'abord le déclenchement par ballonnet. C'est un déclenchement mécanique, vraiment pour ouvrir le col de façon mécanique. Heu, donc on m'a placé le ballonnet le jeudi soir, en fait, quand je suis arrivée, à l'hôpital. Donc le jeudi soir, on m'a posé le ballonnet. Le lendemain matin, ça avait pas fait trop d'effet, en fait, au final, sur moi. Mmh. Donc ils m'ont dit: «Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu les choses». Là, ils m'ont mis le jet de prostaglandine, en fait, pour pouvoir encore faire maturer le col, plus rapidement puisque j'étais toujours à 1. Ça avait pas fonctionné pendant la nuit. Mmh. Donc là, on me le donne et là, genre 2 heures après, je perds les os. Donc là, ça a vraiment accéléré les choses. Donc tout de suite, une sage-femme me dit: «Bon, ben c'est une bonne chose, vous perdez les os, c'est que voilà, ça va peut-être, s'accélérer». Donc là, je commence à avoir des contractions qui deviennent de plus en plus intenses. Heu, Là, je me dis: «Ouh là, c'est vraiment chaud». Mmh. Donc je demande tout le temps à ce qu'on contrôle mon col parce que je me dis: «C'est pas possible, je ne peux pas avoir autant mal» et Mmh. et voilà, pour moi, là, ça va se faire et en fait, elle contrôle, elle me dit: «Non, vous êtes qu'à 2, 3, tout ça». Et donc on me propose comme, c'est un déclenchement aussi, il me propose du Nubes, dérivé de morphine Mmh. pour pouvoir accepter un peu plus la douleur. Donc et ça shoote un peu, au final, j'étais dans les vapes, ça me permettait de faire des micro-sommeils pendant voilà, entre chaque contraction, on va dire et c'était un peu plus tolérable et vers, 4, quand j'étais dilatée à 4, là, ils m'ont dit: «Bon, on va vous monter en salle de naissance, et on va vous mettre la péridurale». Parce que moi, j'ai dit tout de suite, «Je veux ma péridurale, je peux plus, je suis à Mmh. 4, et je suis déjà au bout de ma vie», donc voilà. Donc on me monte en salle d'accouchement et là, je commence vraiment là, j'étais en plus, ils m'ont montée sur le fauteuil roulant. Quand je dois me lever du fauteuil roulant, j'arrive pas à me lever. Les contractions sont trop, trop intenses, c'est pas Intense. possible. Ah ouais, je me dis: «Non, là, c'est» je suis en train de tirer les sages-femmes de Mmh. je suis plus moi-même Mmh. et là, et là, en fait, elle m'assoit, elle me dit: «Bon, je vais chercher l'anesthésiste pour vous», mais l'anesthésiste, c'était avec une autre femme L'autre qui femme? accouchait, voilà. Donc j'étais dégoûtée, j'étais au bout de ma vie Mmh. et là, en fait, quand elle vient pour me poser de toutes les façons sur le lit, elle me dit: «Bon, on va contrôler» et juste, en fait, entre le moment où j'étais en bas et le moment où je suis montée en salle d'accouchement, elle m'a dit: «Non, mais vous êtes à 10». Là, je dis: «Pardon?» Elle m'a dit: «Si, si, vous êtes à 10 et vous allez devoir Oh. pousser, il y a pas Mmh. de péridurale». Mmh. Et là, je suis au bout de ma vie, je dis: «Non, c'est pas Mmh. possible, je non». Mmh. Et donc en fait, je mords mon mari, je lui mords le bras. Non, mais il avait des traces de morsure, j'en pouvais plus de douleur et au final donc le bébé, est arrivé Mmh. et voilà, ça s'est fait, mais ça a été assez rapide. À partir du moment où j'étais en salle d'accouchement, ça a été hyper rapide et moi j'entendais, tu sais, j'entendais le parce que j'avais la tension en même temps que C'est ça. ça avait été posé. J'avais été le Mmh. tensiomètre qui ils m'ont posé le tensiomètre et j'avais la tension en fait qui j'entendais tu sais le bruit, du Ouais. tensiomètre qui s'affole un peu et je Mmh. demandais à mon mari, je lui disais: «Mais je suis à combien? Je suis à combien?» Il me disait: «Non, non, je te dis pas» et j'étais déjà montée à 19 de tension en fait Oh et là là! ouais et je poussais quand même Ah là là, ça a dû enfin, j'étais tu as ouais, réussi j'étais à réunir la force pour, c'est ça, mais j'étais vraiment au bout de ma vie et quand on limite dit que les j'étais femmes ce sont pas des warriors, ah mais franchement et là, je peux te dire que j'étais vraiment une autre personne. C'était vraiment Mmh j'avais mh. cet objectif, il fallait pas Mmh que mh. il y avait rien autour, c'était vraiment ça, moi et mon bébé et Mmh. hem et voilà, je voulais Ouais, vous pas, formiez une équipe pour, c'est ça, on était 2 et je mmh. sentais en plus qu'elle m'aidait, je sais pas comment expliquer. Lors de cette poussée, j'étais fatiguée, mais je sentais que d'elle-même, elle essayait de descendre, qu'elle, voilà, Mmh. comme tu dis, on était à 2, on formait une équipe à ce Mmh. moment-là et voilà, elle est née à Est-ce que tu oui, tu avais conscience, au oui. moment là où tu accouchais, est-ce que tu avais conscience des risques? Des Non, risques, non, pas du tout, pas du tout. Je me rendais pas compte que je risquais ma vie au final parce que c'est clairement mmh. ça, Ouais. puisque, voilà, c'était vraiment très chaud.
et Mmh. non, sur le coup, j'étais vraiment une autre personne, c'est vraiment ça. Mmh. Et au final, et aussi je pense que tous les médicaments, ça m'avait un peu mis dans les vapes, donc Mmh. j'étais pas moi-même, j'étais pas moi-même. Mmh. Et justement, les premiers moments étaient difficiles quand elle est sortie de mon ventre, quand elle est née. Quand je l'ai vue petite, en fait, ça m'a mis un peu en état de choc. Je me suis dit: «Ouh là, elle Mmh. est petite, elle va pas respirer par elle-même». Tout de suite, ça a été ça dans ma tête Mmh. et j'ai tout de suite demandé aux sages-femmes de la prendre, alors qu'au début, moi, sur mon projet d'échange, j'avais dit que je voulais un pot à pot, tout ça. Et ben Mmh. non, au final, voilà, j'ai préféré tout de suite demander à ce qu'on vérifie que tout aille bien. Et la sage-femme, elle était pas inquiète, c'est plus moi, je pense, Mmh. elle, tout de suite, elle m'a dit: «OK, Mais je vais le c'était faire». l'accumulation de toutes les Voilà, angoisses, en fait, c'est ça qui est un peu ressorti. mmh. Et donc elle a coupé le cordon assez rapidement. Elle a été la prendre, elle a pesé, elle a habillé. Elle m'a dit: «Non, tout est OK». Elle respire par elle-même. Elle m'a dit: «Non, non, le bébé va bien, votre bébé va bien». Et ma fille, elle était en pleurs, mais c'était quelque chose d'impressionnant. Elle était inconsolable. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et moi, je comprenais pas. Je disais à la sage-femme: «Mais pourquoi elle pleure comme ça?» Mmh. Elle me disait: «Ben non, c'est un bébé, voilà quoi». Elles m'ont laissé un peu comme ça avec le bébé qui pleurait. Elles m'ont pas donné plus d'informations, donc j'essayais de le mettre au sein en plus, je savais pas du tout comment faire à ce moment-là, voilà. Mmh. Et je faisais comme je pouvais, comme on dit, et voilà. Et puis tu avais plus de force, toi, Non, comment tu te non, non, sentais à non, ce c'est moment-là? ça, j'avais plus de force, mais je savais qu'au final, c'était un peu comme si, voilà, je sais que je dois faire des choses, même si j'ai pas la Mmh. force de le faire. C'est un peu, voilà, je dois le faire, donc je le fais. Et et c'est vrai que quand elle est arrivée au monde, ma fille, surtout les premiers instants, je peux pas dire que j'ai profité. Voilà, c'est pas un moment de joie, de bonheur comme on Mmh. peut dire lors des accouchements. On est heureux, on a le bébé dans ses mains, on pleure de joie. Non, moi j'étais soulagée juste Mmh. de tout cet effort, de toute cette douleur, de toute cette souffrance. Et surtout, voilà, voilà, c'était fait et je me sentais bien. Je commençais à aller un peu mieux. Et Mmh. voilà, donc après je suis retournée dans ma chambre avec elle et le lendemain, donc les médecins m'ont dit que j'ai fait un HEP syndrome, en Mmh. plus de la Alors est-ce que tu prééclampsie. peux alors on va déjà expliquer un peu ce qu'est la Prééclampsie, prééclampsie et en plus avec le HELLP c'est HEP syndrome. syndrome. Voilà, donc la prééclampsie, c'est vraiment une maladie de la femme enceinte qui se traduit donc par, une tension élevée et et aussi de la protéine dans les urines. Et donc c'est un risque, mortel en fait pour la maman ou pour le bébé, à ce moment-là. Et le Mmh. seul moyen de guérir de la prééclampsie, c'est d'accoucher. C'est le Accoucher. seul moyen. Voilà, c'est le seul Mmh. moyen. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'avais fait un HEP syndrome. En plus, c'est vraiment une aggravation, en fait, de la prééclampsie. C'est lorsque le foie s'inflamme aussi, donc c'est des atteintes hépatiques. D'où la Et donc sensation de barre, voilà, c'est ça, à ce moment-là mmh. que j'avais. Et et en fait, le lendemain aussi de mon accouchement, je me suis réveillée avec plein d'œdèmes partout. J'avais des œdèmes partout sur tout le corps. Mmh. Et donc voilà, j'étais gonflée toujours. Voilà, c'était vraiment, mais et j'étais traitée aussi pour la tension. À partir du moment où j'ai été hospitalisée, j'étais traitée pour la tension, pour un peu réguler la tension, éviter que ça monte trop. Et malgré D'accord. ça, je suis montée quand même à 19 de tension, donc C'est énorme, c'est ouais, ouais, énorme. ouais, ouais. Mmh. Donc voilà. Et le médecin qui est venu me voir le lendemain, il m'a dit: «Vous êtes passée à ça de la césarienne». Il m'a dit ça vraiment: «Vous êtes passée vraiment à ça de la césarienne». Et et voilà, mais il m'a dit: «C'est un exploit, c'est vraiment un exploit parce que la Mmh. plupart du temps, ce genre d'histoire, ça finit en En césarienne». césarienne. C'est ça, c'est ça. Il Et t'en a fallu de la force pour réunir justement, les dernières, tes mmh, dernières ressources c'est ça, pour pour accoucher par accoucher. voie basse, ouais. C'est ça, Ouais. exactement. Et donc du coup, effectivement, ben, toi, dans ton cas, cette prééclampsie n'a pas été détectée avant. C'est ça, c'est vraiment à la fin qu'on l'a vu. Alors, certains médecins m'ont dit que j'en ai fait une peut-être tardive, peut-être que voilà, ça s'est pas vraiment déclenché avant, mais je Mmh. pourrais pas le dire puisque ça Mmh. voilà, j'avais pas le suivi, de la tension à ce moment-là. Après, j'avais Mmh. pas la protéine puisqu'on avait quand même les suivis, Mmh. urinaires, tout ça. J'avais pas la protéine dans les urines, mais voilà, je je pourrais pas dire vraiment à quel moment À je l'ai quel fait, mais moment? voilà, voilà, Mmh. exactement.
Mais je pense que c'est important en tout cas de parler de la prééclampsie. Mmh, C'est vrai qu'on oui, commence à en parler, on en parle de plus en plus, c'est ça, mais c'est important d'en parler et justement que les femmes connaissent, ces signes c'est ça, c'est ça. voilà, qui peuvent nous alerter et Oui, 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 pousser un peu le diagnostic. Parce que c'est comme ça. tu dis, toi, tu avais ces gonflements, Oui, cette prise de poids, mais pour c'est ça, toi, c'était important. une prise de poids liée, Lié à normale, la liée à la grossesse, c'est grossesse. ça, c'est ça. Mais il faut Mmh. aussi, je pense, c'est important de se faire confiance. Quand on sent que quelque chose va pas, voilà, il Mmh. faut pas hésiter à aller chercher, à pousser, à aller voir d'autres médecins, à avoir des plusieurs avis pour pouvoir, voilà. Moi, ça a été vraiment l'accumulation des rendez-vous qui ont fait que ça a été détecté et c'est important de je pense, de cumuler un peu plusieurs avis. Peut-être quand on a un suivi de sage-femme, c'est bien, mais c'est bien aussi d'avoir le gynéco parce que ce sont 2 métiers différents, les 2 se complètent, les 2 sont importants et heu et voilà, c'est pour moi, Mmh. c'est assez important. C'est très Mmh. important. Et du coup alors, comment ça s'est passé tes premiers pas, de mère à la maternité? Tu parlais de Mmh, la mise en place de l'allaitement, comment ça s'est c'est ça. passé? Alors moi, ça a été très difficile en plus parce que comme ma fille est née petite, elle est née à 2,130 kg. Donc déjà le médecin quand il a vu, il m'a dit: «OK, c'est» enfin le pédiatre, tout de suite il m'a dit: «Bon, c'est un petit bébé», mais il avait commencé à perdre du poids en fait dans mon ventre, il m'a expliqué parce que voilà, c'est comme, la prééclampsie, ça fait aussi que les échanges entre la maman et le bébé ne se font pas correctement, les échanges au niveau du cordon ombilical et c'est ce qui D'accord. explique généralement que les bébés naissent de petite taille. Voilà et à ce moment-là, quand il m'a dit ça, j'ai un peu culpabilisé. Je me suis dit: «Waouh, je» en fait, pour moi, c'était limite, j'avais pas rempli mon rôle de mère déjà, rien qu'à Mmh. partir de ce moment-là. J'avais pas rempli mon rôle de mère puisque je l'avais pas «nourri» entre guillemets correctement Mmh. et c'était difficile à entendre un peu ces mots. Mmh. Donc tout de suite, on m'a dit: «En plus, comme elle est petite, il faut faire attention, elle peut faire des hypoglycémies plus rapidement». Donc moi, je voulais me faire l'allaitement, mais au début, c'est toujours le colostrum qui prend du temps à monter, tout ça. Donc Mmh. ils m'ont dit: «Voilà, faut faire attention, vous pouvez faire l'allaitement, mais il faut faire attention, on va contrôler la glycémie» et donc assez rapidement, elle fait une hypoglycémie, ma fille. Donc ils m'ont dit: «Ouh on va lui donner un biberon». Donc je lui ai donné un biberon pour pouvoir, voilà, permettre à la glycémie de remonter et donc j'essayais d'alterner un peu parce que j'avais vraiment envie de vivre ça, de vivre cet allaitement, de savoir ce que c'est et donc après voilà, j'ai continué à lui donner le sein et voilà, c'était pas évident parce que j'avais tout le temps cette pression à me dire: il faut qu'elle boit parce que Mmh. sinon elle peut La faire une pression par hypoglycémie». rapport à Voilà, son poids et voilà, l'hypoglycémie. voilà, Mmh. voilà, donc il faut qu'elle boit et c'était difficile ça aussi, mais heureusement j'avais l'accompagnement de ma famille. Mes sœurs étaient là, elles m'accompagnaient, elles me disaient, voilà un peu ce qu'il faut faire puisqu'elles avaient déjà eu des Des bébés grandes avant. sœurs qui avaient Voilà, d'accord. c'est Mmh. ça et c'était important. Mmh. Ma maman Donc tu aussi était avais, le très soutien de inquiète. ta famille. Oui, 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 bien sûr, bien sûr Mmh. et au début, ma maman, quand, elle a su que j'étais hospitalisée, elle était hyper inquiète, ce qui est normal, hein, ça fait toujours Mmh. un peu peur, et elle connaissait pas non plus cette maladie, la prééclampsie, voilà, on n'en avait pas eu dans la famille donc voilà, ça l'a un peu effrayée et et voilà après, voilà, quand elle a vu que j'allais mieux, bon elle s'est un peu, ça l'a un peu rassurée et donc heureusement que j'avais tout cet accompagnement-là, de ma famille, de mon mari parce que c'était vraiment une épreuve. Tu t'es sentie soutenue. Voilà, voilà, même si avec les sages-femmes, je ne veux pas mentir, c'était pas évident. Parce qu'au Mmh. final, tout de suite, c'était en mode, «Ah, est-ce que le bébé, il a bu? Est-ce que le bébé» tout de suite, on venait un peu m'invectiver avec toutes ces questions et Mmh. c'était difficile, c'était hyper difficile et donc moi, voilà, tout de suite, je disais: «Oui, non», mais c'était dur et justement, les sages-femmes, je trouvais qu'elles prenaient pas assez l'allaitement à ce moment-là. Alors, je pense que ça dépend toujours des sages-femmes sur qui on va tomber, ça va toujours dépendre de ça Mmh. et moi, voilà, En j'étais fait, tombée elles sur une étaient focus le sur poids, le voilà, poids du voilà, bébé voilà et et du coup, l'hypoglycémie et qu'il faut faire ouais. attention. Elle m'a tout de suite Mmh. dit: «Madame, vous vous rendez pas compte, votre bébé, vous savez c'est quoi les conséquences d'une hypoglycémie?» Tout de suite, il y en a une qui est venue me dire ça et ouais, ça faisait un peu peur. Franchement, Et ça c'était pas rajoutait évident. encore aux Voilà, angoisses, voilà, 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 c'est ça.
c'est ça. D'accord et du coup, le retour à la maison, ton postpartum, est-ce que tu penses que la fin de ta grossesse, le fait, la prééclampsie, l'accouchement, plus rapide que ce que tu pensais, est-ce C'est que tu ça. penses que tout ça, ça a eu un impact sur le vécu de ton postpartum? Si, ben, quand même parce que je suis rentrée, ben, j'avais cette pression de la tension, on contrôlait toujours ma tension. J'étais toujours D'accord, traitée aux hypertenseurs, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, oui. pour faire diminuer la tension, que j'avais ça à gérer en plus du bébé, mon état de santé, on va dire. Quand je suis rentrée aussi, c'est à ce moment-là, tu sais, quand on est dans les chambres de la maternité, on ne se rend pas forcément compte de la vision qu'on a et c'est quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit: «Mais attends, mais j'ai une partie de ma vision qui est un peu noire, qui est un peu floue». J'avais un œil dans lequel où je voyais un peu noir Ça, et c'était tout de lié à la suite tension. voilà, c'est ça et c'était un peu difficile de franchement, j'étais dans un état où que j'avais jamais ressenti. C'était vraiment compliqué et j'avais un bébé en plus à m'occuper. Je ne m'étais jamais occupée d'un bébé, donc Mmh. voilà, il y avait tout ça, comme tu dis, en rentrant, de la maternité qui était pas évident à gérer et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «OK, ben, en fait, je me sens pas bien, je vais pas bien, mais je peux pas m'occuper que de moi». Alors qu'avant, tu sais, quand tu te sens pas Mmh. bien, quand tu n'as pas d'enfant, tu t'occupes que de toi et Mmh. là, je me suis dit: «Beh, non, je peux pas m'occuper que de moi, je dois m'occuper aussi d'un bébé» et heu et voilà et moi, je passe après un peu c'est comme ça, je me disais ça, je me disais: Mmh. «OK, je m'occupe de lui et après je verrai moi» et hem et voilà, mais en fait, sur le coup, je me disais: «Est-ce que je le fais par amour ou est-ce que je le fais parce que je dois le faire?» Ça aussi, ça a Mmh. été une question que je me suis posée Mmh. et heu et c'est au fil du temps. Je pense que l'amour, je l'ai ressenti, mais c'était pas, un amour comme je ressens à l'heure actuelle pour ma fille. C'était un peu voilà, j'étais tellement dans le flou, dans les questions, dans Mmh. tout ça que les émotions sont pas les mêmes et voilà, c'était difficile et cet amour, je pense, je l'ai mieux ressenti après en allant mieux. J'ai pu Mmh. mieux profiter de cet amour, en fait et c'est pour ça Et qu'on dit oui. la santé est liée vraiment à tout. Mmh. La santé, ça joue sur tout. Une fois que toute cette phase était passée, Voilà, voilà, voilà. mmh tu as pu profiter. C'est ça, tous les jours, j'avais une infirmière qui venait à domicile. En plus de la sage-femme pour contrôler le poids du bébé, j'avais aussi l'infirmière qui venait à domicile, me faire des prises de sang pour vérifier que mon bilan hépatique, s'améliorait et voilà, pour voir aussi, si ça allait mieux. Donc D'accord et du coup, tu dirais qu'à partir de combien de mois du bébé tu as commencé à aller mieux ou voilà? je pense que c'est au bout de 3 4 mois, 3 4 mois où j'ai D'accord. vraiment ressenti que je redevenais moi-même. Mais c'est vrai Mmh. que ça a été surtout le tout premier mois qui a été difficile, Difficile. pour me ressentir bien, je pense déjà, physiquement, Physiquement. après la maladie. Voilà, c'est ça. Et j'avais toutes sortes de personnes qui venaient me dire: «Mais, Jeannette, tu te rends compte?» Même la sage-femme tout de suite, elle m'a dit: «Tu es passée, à ça de la mort. Tu te Mmh. rends pas compte. C'est impressionnant ce qui t'est Mmh. arrivé». Et heu et moi, je m'inquiétais même pas pour m enfin, quand on me disait ça, je m'inquiétais pas pour moi. Je me disais surtout: «Mais ma fille aussi, elle est passée à ça de la mort» Mmh. et Mmh. et j'avais peur pour elle et tout le temps, je me demandais: «Mais est-ce qu'elle, ça va lui porter des atteintes? Enfin, est-ce qu'elle, elle Mmh. aura des séquelles de ça?» et elle, Mmh. elle me disait: «Non, franchement, elle est juste née avec un poids, plus faible que d'autres enfants, mais elle m'a dit: Faut pas s'en faire, c'est un bébé, voilà». Et c'est vrai, le mois d'après, ma fille, elle avait repris, plus Elle d'un avait kilo et repris. demi. Voilà, elle avait Mmh. pris plus d'1,5 kg. Elle était déjà, voilà, très bien, et il y Mais avait c'est pas de vrai souci. que cette expérience finalement, le fait que ton pronostic vital ait été engagé, celui du bébé C'est aussi, ça, c'est quelque chose qui est traumatique finalement c'est ça, et qui a un impact, au niveau psychique. c'est ça, c'est Mmh. exactement ça Mmh. et jusqu'à maintenant, je pense que je continue toujours à avoir cette crainte parce que ma fille, c'est pas aujourd'hui, elle a 3 ans Mmh. et c'est pas une fille non plus qui est énorme et c'est jusqu'à maintenant, c'est pas un enfant qui a beaucoup d'appétit et je pense que tout Mmh. ça, c'est lié, Et ça c'est un reste peu voilà, et c'est toi ça. ça reste quand même présent dans ta Voilà, tête? voilà, Mmh. exactement, toujours. Mmh. Et je pense que comme de toutes les façons, elle était un peu, entre guillemets, «sous-alimentée» dans mon ventre, je pense qu'elle a toujours eu cette habitude de pas manger beaucoup, au final de pas s'alimenter beaucoup et c'est pas un enfant qui est très demandeur à ce niveau-là et moi je suis toujours,
Il y a toujours toujours cette avec cette angoisse par crainte. rapport à tout Voilà, ça. c'est ça, c'est ça. Car ça ne t'a pas empêché d'avoir un désir d'un deuxième C'est enfant ça, c'est ça, c'est ça, et exactement. et après d'un troisième enfant parce que là tu C'est ça, as, 3 rappelle-nous enfants. l'âge de tes enfants? Alors donc ma fille, elle a 3 ans aujourd'hui. J'ai, Mmh mh. mon fils qui a, 1 an et demi, un peu plus, Mmh. presque entre 1 an et demi et 2 ans Mmh. et j'ai mon dernier fils qui a 7 mois. Donc voilà. D'accord, d'accord et du coup alors comment ça se passe ta vie Voilà, de donc maman de 3 enfants? Comment tu enfant, arrives à allier vie perso, vie professionnelle? Comment tu heu, t'organises? alors, beh, en fait, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression des fois de pas être assez présent, c'est ça qui est difficile. On essaie toujours de faire au mieux, on va dire, mais on est peut-être jamais un peu, voilà, satisfait. On a peut-être des fois l'impression d'être passé à côté de certaines choses et c'est pas évident. Même si Mmh. bon, voilà, j'ai pour mon fils, je m'étais mis à temps partiel, par exemple, pendant une période. Je me suis dit: «Bon là, je vais essayer». Moi, ma fille, j'ai eu de la chance pendant toute sa première année quasiment. Il y a eu la C'était l'année covid en 2020, Mmh. donc D'accord. il y a eu les confinements, tout ça, donc au final, j'en ai beaucoup profité. Donc ça, c'était bien. Mais mon fils, donc je me suis dit tout de suite: «Bon, je voudrais aussi pouvoir en profiter comme ma fille» et donc je m'étais mis à temps partiel pour avoir un peu plus de temps, pour pouvoir profiter de ce deuxième bébé Mmh. et voilà et là, beh, là, pour le troisième, c'est vrai que bon, on a des souhaits, mais c'est pas toujours réalisable, surtout, avec 3 enfants. Donc j'étais obligée de reprendre à temps plein. Mmh. Et mais l'avantage que j'ai là, c'est que je suis en télétravail, donc je peux aussi, voilà, D'accord, t'organiser c'est ça, différemment. c'est ça, c'est ça, pour avoir un peu de temps aussi Et avec eux. est-ce que tu arrives à te trouver du temps pour toi? Ah! Ça, Je pense que c'est la ça, grande question. non, je vais pas mentir, depuis, je pense Mmh mh. 3 ans là, Mmh. c'est Jania maman Mmh. avant tout. Ce qui est pas évident, je pense même pour mon entourage, je pense que c'est pas toujours, évident, ce nouveau statut. Mais Mmh. avoir 3 enfants rapprochés, c'est vraiment pas, voilà, c'est quelque chose, Pas évident. c'est ça, c'est ça. C'est quelque chose et c'est Jania maman. C'est sûr qu'avec, 3 enfants et les deux derniers sont rapprochés. C'est ça et quand ils auront besoin d'être un peu moins assistés, je pense que ça sera peut-être, différent, ça sera un autre train de vie. Mais là, je Mmh me mh. dis tout le temps, même quand je revois des photos de bébé, je me dis enfin, de ma fille bébé, je me dis, «J'aurais voulu, voilà, encore revivre ces moments-là». Donc c'est pour ça que je me dis: «C'est un moment, mais ça Mmh. me Ça manquera dans passe. quelque temps». Voilà et ça me Mmh. manquera dans quelque temps donc autant en profiter maintenant et après ce sera autre chose. Mais oui, c'est important aussi. Mais après, je pense qu'il faut quand même garder une vie professionnelle. J'ai jamais voulu non plus trop arrêter parce que je pense que Mmh mh. c'est important dans une vie en général d'avoir Mmh. une vie professionnelle et une vie personnelle. Je pense que c'est important de pouvoir allier un peu les 2 comme on peut toujours, hein, c'est toujours Mmh. comme on peut Et du et coup, est-ce que tu peux nous parler aussi, rapidement, hein, de peut-être de l'impact que ça a eu sur ton couple, les 3 enfants? C'est différent? Enfin, ça change beaucoup de choses? c'est différent, c'est un autre rythme. C'est vraiment Mmh. ça, on prend moins de temps pour nous, c'est la Mmh. vérité, hein. Je vais Mmh. pas donner des des faux espoirs. Non, non, c'est comme Mmh. ça, on prend moins de temps pour nous et après, on essaie d'avoir quelques astuces. Par exemple, là, voilà, le fait qu'ils soient rapprochés, comme ça, ben on essaie de mettre tout le monde à la sieste en même temps, tout le monde au Mmh. dodo en même temps pour aussi, voilà, gagner du temps pour nous, Essayer un de peu les comme ça. synchroniser un peu Voilà, au niveau de leur rythme. c'est ça, Mmh. exactement et on les emmène faire les mêmes choses, voilà, quand mamie peut les récupérer, voilà. C'est toujours bien aussi, le c'est hyper important, je pense, d'avoir la famille Mmh. autour pour C'est donner ça. un coup de main parce Mmh. que si c'est pas le cas, c'est vraiment compliqué. Heureusement qu'il y a la famille Mmh. du côté de mon mari et de mon côté parce que Mmh. Donc vous c'est très bénéficiez du important. soutien de la famille, ça c'est ça Voilà, c'est voilà, oui, c'est une bonne oui, chose et du coup clairement. alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens maintenant? Alors comment je me sens? Je me sens bien. Je suis heureuse Mmh. d'avoir eu mes 3 enfants, d'avoir pu, «y arriver» entre guillemets, d'avoir pu avoir d'autres grossesses parce qu'après il faut savoir aussi que
C'était pas sans risque, mais Mmh. quand j'ai eu cette deuxième grossesse, tout de suite quand même le gynéco m'a dit, «C'est mieux comme ça». Il me disait: «Plus les grossesses sont rapprochées après avoir fait une prééclampsie, plus ça protège en fait et il vaut mieux avoir des D'accord, grossesses rapprochées après avoir fait une prééclampsie plutôt qu'espacées». C'est ce qu'il m'avait mmh, dit à l'époque le d'accord. gynécologue. Mmh. Donc après il m'a dit: «Mais on vous mettra sous traitement». Donc au final, j'étais traitée à l'aspirine, pour cette deuxième grossesse et pour la troisième aussi. Donc dès le début, dès que le premier trimestre, en fait, c'était les 14 premières semaines d'aménorrhée, on met en place, le traitement, à l'aspirine et jusqu'à la 36e semaine et pendant toute la grossesse, on est traité pour pouvoir prévenir d'une seconde prééclampsie. D'accord et justement, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux femmes qui nous écoutent concernant la prééclampsie? Je pense que alors si aujourd'hui j'ai des femmes qui ont eu ce diagnostic, je pense qu'il faut pas qu'elles se mettent des barrières. Il faut pas se dire: «OK, j'ai une prééclampsie, ben, soit mon bébé va mourir, soit je vais finir en césarienne, soit voilà». Je veux redonner un peu espoir à tout le monde et se dire que c'est pas une fatalité. Certes, c'est une maladie qui est grave, mais c'est pas une fatalité et il faut toujours garder espoir et se dire que voilà, qu'au final il faut aller jusqu'au bout. Il faut rester aussi positif. Je pense que le positif attire le positif dans ces moments-là et ne pas voilà, se laisser submerger par tout ce qui peut faire peur autour. Donc voilà et surtout écouter son corps, toujours écouter son corps et quand on sent que les choses ne vont pas, ne pas hésiter à poser des questions, aux Mmh. médecins, au corps médical qui nous entoure. Toujours voilà, dire ce que l'on ressent et ne pas avoir aussi ressentir ce que nous dit notre bébé. Parce qu'au final, moi, c'est ça aussi, ma fille, elle m'avait un peu Mmh. dit, voilà, que quelque En chose se se passait. retournant, ouais, Voilà, mmh, c'était sa façon à elle de me dire que quelque chose se passe. Mais d'alerter. exactement et je pense que tout Mmh. ça, c'est des signes qu'il faut pas négliger et et voilà, toujours rester confiant Mmh. et ne Mmh. pas se dire l'après comme si c'est une fatalité: «Waouh, je vais perdre mon bébé» ou «Waouh, il va m'arriver». Non, c'est voilà, c'est faire confiance aussi au corps médical et c'est important à ces moments-là, ça aussi. En tout cas, merci. Merci Jania pour ton De rien. témoignage. Je pense qu'il servira à beaucoup de femmes. Il y Oui, a des femmes aussi qui se reconnaîtront, à dans mon travers, récit. ton témoignage Exactement. et merci pour ça. Oui, C'est important de parler de la prééclampsie, c'est important justement de parler des symptômes pour qu'on puisse, mieux les détecter. voilà, merci à toi aussi de m'avoir permis d'en parler et de pouvoir alerter là-dessus. C'est comme tu dis, c'est très important. Mmh. Merci beaucoup et avant de se quitter, Mmh. on va passer à la signature du podcast. Est-ce que Mmh. tu pourrais te définir en 3 mots, s'il te plaît? Me définir. En 3 mots. OK, alors, je pense que je dirais déterminée. Je suis quelqu'un d'assez déterminé, c'est important. Je pense que je suis assez forte aussi puisque voilà, j'ai pu surmonter ça, je pense que j'ai une force d'esprit, assez, qui est présente en tout cas. Je Mmh. l'espère et je pense Mmh. et Je confirme. et en toi, je sais pas. Je sais pas, maman, voilà, Mmh. c'est moi Mmh. maintenant, c'est moi et à vie, je pense qu'on est maman à vie, c'est de toutes les façons, Mmh. c'est ça. Ça nous quitte Mmh. pas, c'est un rôle qui nous quitte plus Mmh. et voilà. En tout cas, on a senti l'émotion aussi à travers, ton récit. Mmh mh. Je te remercie encore et puis à bientôt Jania. Merci à toi, à bientôt. Merci. C'était l'épisode 6 de Bicaforme. Je remercie encore Jania qui a parlé à cœur ouvert de son histoire. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.